dont il est temps de prier et Dieu nous les a montés. Et nous sommes allés les trouver et nous sommes convaincus que Dieu ne nous avait pas induits en erreur. Parce qu'actuellement, nous allons vers 6 ans déjà de mariage et ça c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des mariages qui se lient aujourd'hui et demain ça se sépare. On connaît beaucoup de mariages. Amen. Amen. Et nous, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des bons accompagnateurs qui nous ont accompagnés dans la chose. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu nous avait mis à cœur que notre toute première activité, comme nous avons la mission de travailler sur la reconstruction des familles, alors la clé ou la base de la famille, c'est d'abord les couples. Amen. Amen. Les couples forment la fondation de la famille. Alors si le couple déjà dès le départ n'est pas stable, la famille ne peut rien avoir de bon. Amen. Amen. Alors nous commençons ce soir et nous allons appeler le tout premier intervenant et qui va ouvrir en fait cette activité et ensuite nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Alors nous appelons ici devant le parrain, le pasteur Stéphane Moulamba. Pendant qu'il avance, je préfère que nous nous tenons debout et on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et la maman aussi passe au même moment, mais ils vont partager à tour de rôle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que besoin de Siwagoya Mabango? Amen. Est-ce que Siwagoya Mabango est Ali? Amen. Vous mettez là ma boucle là, ok. Merci, nous pouvons nous remettre. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons bénir le Seigneur pour l'opportunité de partager quelques petites expériences que nous avons avec vous. Nous disons également merci à Dr Michel de nous associer à ce projet du Seigneur. Comme Michel vient de le dire, vraiment vivre dans un mariage, c'est un voyage très très difficile, mais bénéfique si vous comprenez la mission. Le mariage, c'est la meilleure entreprise que Dieu a placée sur la terre. Des personnes qui ne se connaissaient pas et qui s'acceptent de faire route ensemble. Depuis que nous sommes ensemble avec maman, nous avons entamé la 27e année de mariage. Mais depuis que nous nous connaissons, ça fait 30 ans, 31 ans. Vous comprenez, non? Alors, peut-être que ça n'a pas l'air, hein? Mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Alors ce soir, j'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec vous. Maman aussi a des choses. Mais moi je vais commencer parce que mes notes sont très très nombreuses. Alors, je voudrais vous demander d'abord d'écrire. Si vous avez déjà trouvé votre papier, j'ai des questions de l'atelier. Si vous êtes en couple, je vais d'abord voir s'il y a des couples fiancés. Les couples fiancés. Si c'est des fiancés ici, opposés, officiels ou fiancés. En couple, bon, vous êtes fiancés, si vous êtes fiancés, manifestez-vous. Même je vais être en couple, je vais voir. Il n'y a pas de fiancés. Alors vous êtes mariés en couple. Non, vous êtes en couple, non? Oui, oui. Arrêtez les protocoles, même personne. Parce que vous devez suivre l'enseignement ensemble. Et vous aussi, non? Et vous pouvez prendre les célibataires pour faire les protocoles. Les célibataires, vraiment 100%, 1000% célibataires peuvent faire les protocoles. Je sais pourquoi. Alors, l'enseignement que nous allons partager avec vous ce soir, c'est intitulé « Les 5 menaces à l'unité du couple ». Quand j'ai demandé les fiancés, il y a des célibataires qui ne sont pas encore fiancés, ça peut vous être utile aussi. Parce que il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu
il y a aussi les plans du monde. Donc, vous allez voir la différence entre les deux plans à travers cet enseignement. Mais je voudrais que nous puissions d'abord noter ces questions de l'atelier. Comme ça, vous suivez l'enseignement en tenant compte de ces questions. Il y a des questions, si vous êtes en couple, vous allez discuter en couple. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parmi les 5 menaces, la première question, parmi les 5 menaces, quelles sont celles qui ont le plus affecté notre foyer? Parce que vous parlez entre vous. Parmi les 5 menaces, quelles sont celles qui ont le plus affecté notre foyer? Alors, c'est une seule question plutôt, mais avec 5 assertions. Les différences d'ajustement au pluriel, les différences au pluriel, ajustement au pluriel, le plan du monde à 50-50, l'égoïsme, les épreuves, l'assertion, oui, les occupations extra-conjugales. Il y a 5 assertions à cette question. Parmi les 5 menaces, quelles sont celles qui ont le plus affecté notre foyer? Premièrement, les différences d'ajustement. Deuxièmement, le plan du monde à 50-50. L'égoïsme, les épreuves ou les occupations extra-conjugales. Deuxième question. En quoi ces menaces nous ont-elles touchés? En quoi ces menaces nous ont-elles touchés? Je rappelle que nous allons parler de 5 menaces à l'unité du couple. Vous pouvez même lister 50, 100. Ça va nous embrouiller, mais on a sélectionné les 5 qui sont pour nous primordiales. Alors notez bien, bien que c'est des questions. Le but de cet atelier est d'acquérir une meilleure compréhension. N'ayez pas l'impression de devoir trouver des solutions à ce stade. Quand vous allez réfléchir effectivement à travers l'enseignement et après l'enseignement, vous allez comprendre que ce n'est pas un examen. On va corriger. Mais c'est une étude personnelle liée au couple et qui va vous permettre de bien voir les choses, mais ne cherchez pas à résoudre les problèmes maintenant. Parce que ça dépend, chaque couple à ces saisons. Je ne sais pas quelle saison vous êtes, vous allez découvrir pendant l'enseignement. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Je vais maintenant entrer dans mon enseignement. Je commence par l'introduction. Je ne connais pas vraiment les problèmes que les couples ont, mais je sais que les grands produits que les couples cherchent ou recherchent, c'est l'unité. Mais ce n'est pas toujours facile. Et le maintien de l'unité est une question vitale pour les couples. Donc, vous devez vous battre. Ou nous devrons nous battre pour maintenir l'unité dans les couples. Et ça peut vous surprendre que un mariage qui, au départ, était enthousiaste, optimiste, même prometteur, peut tourner en une catastrophe. Je vis hier sur Facebook une image d'une belle voiture qu'on a brûlée par une fiancée. C'est aussi bizarre que les fiançailles durent 10 ans. Non. Les fiançailles ont commencé en 5e des humanités, de notre ancien système, actuellement c'est 3e des humanités. Et puis, ils ont décroché les diplômes. La fille s'est sacrifiée. Elle a dit, toi tu pars à l'université, moi je vais me battre pour te soutenir. Le mec a terminé l'université, il a eu son diplôme, il a eu le travail. Et une fois qu'il a eu le travail, là, ils avaient déjà 7 ans et demi. 9 mois après, il était injoignable. Il a changé de numéro de téléphone. La fille s'est battue. Il a trouvé le nouveau numéro du mec.
le mec donnait des raisons pour ne pas rencontrer la fille. Et la fille apprend qu'il est allé fiancer une autre fille. Elle a fait des investigations, c'était vrai. Elle a décidé de créer la catastrophe. C'était quoi? Brûler ce véhicule du travail. Donc, au départ, c'était enthousiaste, c'était prometteur, c'était optimiste, mais ça tourne en catastrophe. Ça peut aussi prendre. Alors, qu'est-ce qu'à la base? C'est peut-être le manque de communication. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs menaces qui minent insidieusement l'unité de couple. Et ça peut ne pas paraître de première vue, mais ça peut se creuser petit à petit. Alors, ce soir, nous allons partager sur les 5 menaces. Et vous allez voir que pendant que je vais parler, toutes les menaces conduisent à l'isolement. Donc, dès qu'une menace commence, vous allez constater que la conséquence immédiate, c'est l'isolement. L'homme dans son coin, la femme dans son coin. Volontairement ou involontairement. Alors, la première menace, c'est les difficultés d'ajustement. On peut y ensemble difficultés d'ajustement. Disons ensemble difficultés d'ajustement. Difficultés d'ajustement. Alors, pourquoi nous parlons des ajustements? C'est parce que nous sommes différents. Si vous regardez votre partenaire, la même personne que j'ai rencontrée il y a 30 ans, ce n'est pas la même personne que j'ai aujourd'hui. Alors, elle a une éducation que moi je n'ai pas. Elle a des habitudes que moi je n'ai pas. On se comprend? Et dans notre temps aussi, plus on avance, nous connaissons des changements. Et ces changements qui interviennent, c'est dans plusieurs domaines de la vie. Entre autres, ces domaines, nous avons l'économie. Lorsqu'on a commencé, nous étions tous étudiants. Vous comprenez, non? On était étudiants. Maintenant, on n'est plus étudiants. On n'a pas la même économie. À l'époque, on dépendait des parents. Maintenant, on ne dépend pas des parents. Déjà, il y a un changement qui a été déterminé dans notre vécu quotidien. Il y a la société. Quand nous nous sommes rencontrés, moi j'étais un frère à l'église, elle aussi c'est à l'église, on n'était pas dans la même église. Déjà, la société, elle vivait chez ses... Moi j'étais homme, hein, c'est ça, non? Moi j'étais homme, elle vivait à la cité chez ses parents. Alors, maintenant on vit dans une même maison. Il y a des changements, n'est-ce pas? Il y a la morale aussi. Il y a la morale. Vous avez aujourd'hui, à l'époque, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de TikTok. Pour se voir, il fallait que je fasse une note, il envoie un petit, bien dans lequel il va sortir comme on a sifflé. On a déjà la connexion. C'est déjà en direct. Oui, c'est-à-dire, à l'époque, on n'avait pas de TikTok, on n'avait pas de WhatsApp. Il peut faire des messages aujourd'hui, il fait un message, j'arrive dans 30 minutes. Mais là, ce n'était pas le cas. Il fallait faire une note. J'envoie la note au d'un petit, hein, pire petit. On appelle à Kinshasa, pire petit. Ou le petit. Comment? Il y avait des 08, il y avait aussi des Moukala. Vous connaissez les Moukala, non? C'est un petit qui connaît bien la sœur du quartier. Aujourd'hui, la plupart quand vous allez les couples des années 60, des années 50, la plupart des femmes étaient des ménagères. Il n'y avait pas de femmes professionnelles. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, si la madame n'a pas arrêté de travailler, elle doit trouver un palliatif. Qu'est-ce qui va remplacer son travail? Soit je lui propose un salaire qu'il doit lui donner chaque mois, qui est plus important que ce qu'elle gagne dans son travail. Alors, mais ce rôle-là, aujourd'hui, ce n'est pas le même rôle. Autrefois c'est autre chose, aujourd'hui c'est autre chose. Quand nous nous sommes rencontrés, on n'avait pas d'enfants. Maintenant nous avons des enfants. Il peut arriver que mon comportement vis-à-vis d'un enfant affecte notre relation. Vous comprenez ça? Hein? Avec Michel Olaï, Michel a maintenant il a 3 enfants. Il a 3 enfants maintenant. Quand nous avons des rencontres de couple,
J'ai toujours regardé comment Michel s'amène avec son épouse et ses enfants. Là, ils sont 3. Là, ils se partageaient. Chacun un enfant. Maintenant qu'ils sont 3, je ne sais pas comment ils vont faire pour venir à la réunion ou aux réunions de couple. Donc, ça peut déjà créer un problème sérieux au vécu quotidien du couple. Il y a aussi la religion. Peut-être que ça peut nous surprendre pourquoi les pasteurs parlent de la religion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des problèmes entre les couples? Depuis qu'on a commencé ces rencontres de couple, on n'a pas rencontré un couple où nous avons un musulman et un chrétien. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que les gens se rencontrent. On n'a pas aussi des difficultés avec un chrétien et un humaniste. Bon, même si on dit que les humanistes sont des chrétiens, entre guillemets. Ou on a un branhamiste, un catholique. Mais toutes ces religions ont des problèmes en interne. Même si on ne le sait pas, on ne les dit pas tout haut, nous avons ces difficultés. On se comprend, n'est-ce pas? Actuellement, il y a le média. En dehors des médias sociaux, il y a le média. D'ailleurs, récemment, il y a une enquête de Canal+, ils m'ont appelé. Ils me demandent quelle est la chaîne que les enfants suivent à la maison. Je ne suis même pas à la télévision. Je ne sais pas. Oh, comment? Oui, non, mais je ne vais pas aller dans toute la télé. Oh, quelles sont les chaînes qui sont les plus suivies? En tout cas, je ne sais pas. La dame m'a posé plusieurs questions, je n'avais pas de réponse. Parce que la télé ne m'appartient pas. Il y a des préférences à la maison, chacun a qu'est-ce qui va sur la 15h, qu'est-ce qui va sur la 20h. Et déjà, avec toutes ces informations qui sont sur le média, nous faisons aussi des opinions. Il y a des gens qui ont le mariage de Novelas dans la tête, mais ils n'ont jamais vécu ce mariage. On se comprend, n'est-ce pas? Le média donne beaucoup d'informations. Actuellement, là, si vous êtes sur TikTok, sur Facebook, il y a des informations sur la violence sexuelle. Il y a plusieurs astuces qu'on donne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est le média. Il y a plusieurs données sur le média. Il y a l'éducation aussi. Donc, dans cette liste, j'ai combien de domaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a plusieurs, on peut aussi ajouter le métier, on peut ajouter plusieurs aspects. C'est comme je disais là, je suis maintenant pasteur. Donc parfois quand on a des problèmes, je me dis, je n'ai pas épousé un pasteur, j'ai épousé un jeune homme. À l'époque, j'étais un jeune homme et j'étais beau, et maintenant, je n'ai plus la beauté. Donc vous comprenez que si je dois me mettre dans la peau de 1995, 96, je n'étais pas pasteur. Un frère engagé, bien sûr, mais je n'étais pas pasteur. Alors, lorsque nous disons les difficultés d'ajustement, là j'ai cité certains au juste milieu. Alors, deuxième difficulté d'ajustement, il y a l'arrière-plan. L'arrière-plan différent. Quand on parle d'arrière-plan, c'est ce qu'on a vécu avant qu'on se marie. Est-ce que c'est comprend? Les valeurs. Quelles sont les valeurs que moi j'ai eues? Quelles sont les valeurs que mon épouse a eues ou mon partenaire a eues? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Je ne pense pas. Mais on peut les ajuster. Si nous prenons sur une échelle de 20 valeurs, quelles sont les valeurs qui se rencontrent? Quelles sont celles qui se rencontrent? Oui, par exemple, à Kinshasa, on dit vous voulez un moi si vous voulez un anglais. Et c'est une valeur. Mais il y en a qui prennent ça comme une valeur. Il y en a qui disent aussi que Moubalaza est au hôpital. Je vais traduire. Hein? Donc l'homme, c'est les lits de l'hôpital. L'homme ne peut pas. Dans les lits de l'hôpital, il n'y a pas un seul malade. Hein? Si un lit de l'hôpital a fait 10 ans, on peut compter 1 million de malades dans ces lits-là. Donc ça dit, si tu rencontres un homme, sache que je ne pas le premier. Ou la première, il y a d'autres femmes qui peuvent être avant toi ou qui viendront après toi. Donc il ne faut pas prendre l'homme comme système de lit de la chambre. Le lit du ménage, c'est un lit de l'hôpital. Ça, c'est une des valeurs entre guillemets de Kinshasa. Mais c'est négatif, c'est une valeur négative. Mais nous avons certaines valeurs qui disent par exemple que quand vous voulez, il faut manger ensemble. Il faut mettre votre revenu en commun. Hein? Ça, c'est une valeur. Mais est-ce que ces valeurs sont toujours respectées dans le mariage? C'était avant le mariage. La religion.
Moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, je vais toujours à l'église à 6h, à 7h. Donc si je dois changer de milieu, on me demande d'aller à l'église à 10h, je vais souffler. À 9h, dimanche, je vais souffler. Il faut que ça soit le deuxième, le troisième culte, pas le premier culte. Maintenant, vous rencontrez quelqu'un qui, son premier culte commence à 11h ou à 10h. Vous n'irez pas au culte à 7h ou à 6h chaque dimanche, ça serait un problème. Même si chaque matin, pour aller au travail, on se réveille tôt, mais ce dimanche-là, la personne se réveillera tard parce qu'elle n'est pas habituée à aller à l'église tôt. Il y a le domaine des finances. Il y a des gens qui ont grandi avec la culture des offrandes, par exemple, de l'épargne, du travail, du fait de l'économie. Ce sont des valeurs qui peuvent constituer l'arrière-plan avant le mariage. Alors, lorsqu'on ne peut pas mettre ces valeurs ensemble, je vais parler des valeurs, de la religion et puis des finances. Si on n'a pas la même compréhension, ça peut déjà créer un problème dans le couple. Nous sommes dans les difficultés d'ajustement. Troisième difficulté, ce sont les motivations superficielles pour le mariage. Je voudrais attirer votre attention ici. Ce sont les motivations superficielles. Si on n'est pas préparé au mariage, on appelle ça superficiel. Il y a des gens qui se marient pour l'attirance ou l'attraction sexuelle. On regarde la forme, on regarde l'aspect. On dit, ah, ça va être un bon monsieur, ça va être une belle femme présentable. C'est vraiment superficiel. Ils sont clairs avec moi, superficiel. Ce sont les motivations superficielles. Deuxième motivation, ce sont les pressions culturelles. Ah, tu as 35 ans, pourquoi tu ne te maries pas? On ne se marie pas parce que c'est un besoin, parce que l'âge est avancé. On se comprend? Et lorsque c'est une motivation liée aux pressions culturelles, sachez que les ajustements seront un seul problème. Quand cette fois-là, peut-être on n'a pas besoin d'une femme idéale ou d'un homme idéal, c'est celui qui vient, celui qui se présente. Parfois, j'ai vu des gens entrer en prière pour demander à Dieu de lui donner la femme de sa vie. J'étais surpris. J'enseigne ça aussi dans le domaine des choses de conjoint. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut trouver le temps de choisir au lieu de peut-être perdre beaucoup de temps dans la prière. Un fait. Vous me faites comprendre? Les motivations superficielles, troisième motivation, ce sont les convenances personnelles. Dans les convenances personnelles, il y en a quelqu'un qui dit, moi je ne vais pas me marier à un illettré. C'est lui-même. Il s'est dit ça lui-même. Je ne vais pas me marier à un pouce-pousseur. Je dois avoir, mon nom doit être ministre. Vous savez, quand vous regardez dans notre société, les ministres deviennent ministres à quel âge? Vous allez voir que si vous voulez marier un homme de 26 ans, de 27 ans, vous n'allez pas épouser un ministre. On se comprend, n'est-ce pas? Il faut être patient. Il faut être patient. Ce sont des motivations superficielles. L'attraction sexuelle, les pressions culturelles et les convenances personnelles. Quatrième difficulté d'ajustement, il y a les divergences d'attente quant au rôle. Ici, lorsqu'on s'attend, j'ai dit par exemple, je connais une histoire d'un couple, la femme était architecte, et l'homme était médecin. Les deux étaient occupés. 6 mois après leur mariage, la femme a connu un accident. Elle a perdu son dos. Alors, on lui dit, bon, dans la chaise roulante, minimum c'est 8 ans pour reprendre la vie normale. Si on s'était marié pour que la femme apporte financièrement, directement, elle ne va rien apporter. On se comprend?
elle devient improductive pendant combien d'années? 8 ans. 8 ans d'ailleurs, c'est des diagnostics, ça peut aller au-delà. On dit que pour qu'elle reprenne normalement, on doit attendre 8 ans. Alors, si le rôle, si l'idéal était que chacun doit apporter, ça devient déjà compliqué. Alors, ici maintenant, il faut que l'homme fasse le double de ce que la femme devait faire, ou les deux, ça dépend de celui qui a posé le problème. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que tu attends de ton partenaire? Est-ce que tu attends seulement qu'il te soutienne financièrement, moralement, ou tu as besoin d'un compagnon de la vie? Alors, deuxième divergence, c'est l'expression de l'amour. Tellement que beaucoup de gens n'ont pas été préparés au mariage, et ils ne savent pas aussi comment exprimer l'amour envers l'autre. Généralement, dans nos rencontres, nous avons décidé, par exemple, je ne sais pas, Michel n'a pas mis ça aux amis, dans l'invitation, on a décidé que chaque fois que nous rencontrons, que chacun donne un cadeau à son partenaire. Si on ne peut pas le faire à la maison, on doit le faire à la réunion. Comme nous sommes là, on doit le faire. Madame doit me donner. Tu m'as mis le cadeau? Moi aussi, je lui donne un cadeau à chaque rencontre. On se comprend? Et, là, j'ai oublié. Mais moi, je n'oublie pas. Comment vous devez exprimer de l'amour? En public, tout comme en privé. On n'allait pas le faire pour que les gens voient que vous vous aimez. Mais ça doit être quelque chose de naturel. Et si on n'a pas la même compréhension, je me rappelle quand nous étions, on était même fiancés officiels, et ne voulait pas qu'il la tienne à la main quand nous nous connaissons. Peut-être toi, au Alexandra, je vais me faire passer du temps. Je veux, tu vas être fier de me toucher quand tu vas seulement me poser. On se comprend? L'expression de l'amour. C'est aussi un problème difficile pour faire l'ajustement, pour faire les ajustements. Alors, donc j'ai donné 4 difficultés d'ajustement. La première difficulté, c'est les domaines. Donc, sur le plan culturel, il y a des domaines, je cite plusieurs domaines. Deuxième difficulté, je vais parler des arrière-plans ou des arrière-plans de chacun. Troisième difficulté, je vais parler des motivations superficielles pour le mariage. Et quatrième difficulté, les divergences d'attente quant au rôle à jouer de chacun. Maintenant, quelle est la conséquence de la menace numéro 1? S'il n'y a pas d'ajustement, s'il n'y a pas d'ajustement nécessaire pour maintenir l'unité, pour préserver l'unité, l'isolement est inévitable. Si l'homme ne se sent pas accepté par son épouse, si l'épouse ne se sent pas aimée par son mari, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas d'ajustement, rassurez-vous, chacun va s'isoler. Mais il y a toujours un qui commence et l'autre va subir. Aujourd'hui, c'est facile avec TikTok, WhatsApp. Je vous dis la vérité. Nous avons un programme de prière. Mon épouse et moi, un programme de prière. Maintenant, quelqu'un attend qui va commencer, qui va dire de prière. Alors, il s'est fait que nous sommes dans la chambre, on doit prier. Mais elle est sur TikTok, moi, c'est sur TikTok. Chacun dans son coin. 21h, 22h, 23h. Oh. Mais tout le monde était, oh, mais il n'a pas de la. J'attendais que tu donnes le goût. Vous comprenez ça? S'il y a l'isolement, ça devient très très dangereux. Et parce que c'est difficile que les gens se mettent ensemble. La deuxième menace, la première menace s'appelle difficulté d'ajustement. Est-ce qu'on s'est compris? On avait bien saisi. Où je vais vite. Hein, maman? Je vais vite. Papa est où? Il est en voyage? Comme ça. Vous me mêlez ma terre. Très bien. D'accord, compter Nayo? Je peux compter sur toi, maman. Très bien. Deuxième menace,
c'est lorsque le couple a comme équipement, seul équipement, pas comme équipement, mais comme seul équipement, le plan du monde. Alors, c'est quoi le plan du monde? J'ai parlé de ça en introduction. Le plan du monde, c'est lorsqu'on s'est dit, les principes, hein, chacun. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça. C'est plus en Europe. D'ailleurs, ici, chez nous, quand on s'est marié, on dit, la plupart des couples, en tout cas, j'ai assisté à un seul mariage, c'est un, de séparation réduite aux acquis, un seul mariage. Alors, si j'ai assisté à 100 mariages, il y a un seul. Donc, 99, c'est toujours communauté universelle de biens. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, c'est 50-50. Donc, tu apportes, moi, tu apportes. Ça, c'est le plan du monde. C'est une relation du type 50-50. Dans cette initiative de 50-50, on dit souvent ceci, tu fais ta part, moi je ferai la mienne. Ça, c'est le plan du monde. Dans le plan du monde, les dons est fonction du mérite. Donc si tu ne fais rien pour moi, je ne te donne rien. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Pas vécu, vivre vous, non. Vous n'avez jamais vu des gens vivre comme ça. C'est-à-dire, même pour offrir les souliers à ton mari ou à ton épouse, elle doit faire ou il doit avoir fait quelque chose qui t'impressionne. Donc on ne peut pas faire des dons comme ça. Les dons doivent se mériter. De l'affection, on donne de l'affection si on estime que l'autre mérite cette affection. Sinon, ça n'existe pas. Ça, c'est le plan du monde. Et la motivation d'agir ici dépend de ce que l'on ressent. Ce n'est pas parce qu'on aime. Non, si je sens que je dois faire, alors je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Il y a même quelqu'un qui dit, est-ce que je suis obligé? Je suis obligé. Mais lorsqu'on se marie dans le plan de Dieu, on est obligé. Alors, dans cette menace sur le plan du monde, je tiens à vous dire que le plan du monde est voué à l'échec. Pour 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Il y a toujours l'incapacité à satisfaire les attentes de mon conjoint. Lorsqu'on se marie dans le but de vivre le plan du monde, on se sentit, et à un moment, on sera incapable de satisfaire les attentes de mon conjoint. Deuxième raison, c'est l'impossibilité de savoir si mon conjoint a fait sa part convenablement. Ce n'est pas toujours facile, surtout si on est occupé. Il y a vraiment des gens qui sont très occupés. Les deux sont occupés. Même chez nous, ici, parfois on dit qu'en Europe, aux États-Unis, les gens travaillent, vous voyez, l'homme travaille la journée, la femme travaille la nuit, ils se rencontrent que le week-end. Mais ici aussi, moi, le fils avec mon travail de pasteur, il m'arrive parfois de quitter la maison à 5 heures, je rentre à 22 heures. Et ça dit quand je sors, madame est endormie. Quand je rentre, je la trouve endormie. Le fils avec mon travail de pasteur. Vous comprenez ça? Alors, il est difficile de savoir si elle a rempli son devoir. Elle aussi, elle aura du mal à m'apprécier à sa juste valeur. Alors, troisième raison, c'est ma tendance à considérer les faiblesses de mon conjoint. Vous savez, lorsqu'on se marie selon le plan du monde, on ne verra jamais les bonnes choses. On va juste voir ce qui est mauvais. Et il y a même des gens qui ont des listes noires. Il écrit que ce qui n'est pas bon là. Tout ce qui est bon, il n'écrit pas. C'est moi ce qui est mauvais. Et ça, c'est encore très dangereux. Alors, quelle est la conséquence de la menace numéro 2? Je vous dis que la menace numéro 2, c'est le couple qui a comme seul équipement le plan du monde. Le plan du monde, c'est la relation basée sur les types 50-50. Tu fais ta part, moi je fais ma part. Et on ne peut pas faire des dons si l'autre ne mérite pas ces dons-là. Et ici, j'ouvre les yeux de ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous êtes sur le projet du mariage. Priez vraiment pour que Dieu vous mette son plan dans les cœurs. Mais le mariage, c'est le plan de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu.
Le diable n'a pas créé le mariage. L'Europe n'a pas créé le mariage. L'Amérique, ni TikTok, ou Facebook, ou WhatsApp, Instagram. Il y en a encore beaucoup que je ne connais pas. Alors, la conséquence sur le plan du monde, c'est l'isolement. Je vous ai dit que toutes ces menaces finissent par l'isolement. Je prends la troisième menace, c'est l'égoïsme. On paye ensemble l'égoïsme. La même menace, on a dit, c'est les difficultés d'ajustement. Deuxième menace, c'est lorsque le mariage est basé sur le plan du monde comme seul équipement. Et troisième menace, c'est l'égoïsme. Lorsque vous lisez la Bible nous présente l'homme des choix compliqués. Romains 3, 10 à 18, et puis Romains 7, 21 à 24. Et la tendance, vous allez voir par exemple dans Romains 7, Paul dit, c'est Paul qui parle, il dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que j'ai que j'arrive à faire facilement. Vous allez découvrir que la tendance naturelle de chaque personne est de se tourner sur lui-même. Que vous soyez frère, que vous soyez sœur, pasteur, archevêque. Cela fait assez que ça ternit les relations, même dans le mariage. Lorsque vous faites un projet, c'est un projet commun, mais chacun veut tirer les dents de son côté. Sachez que c'est l'égoïsme qui entre déjà dans le mariage. Mais n'oubliez pas, Ésaïe 53, 6a dit, nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Permettez-moi de dire Alléluia. Alléluia. Nous avions tous chacun sa voix. Maintenant, dans les couples, on ne doit pas avoir chacun sa voix. Donc, nous devons détruire l'égoïsme. On doit détruire l'égoïsme. Je dois considérer que si moi j'ai un téléphone de $500, madame doit peut recevoir un téléphone de $500. Pourquoi seulement chercher le téléphone de $50 à madame et moi j'ai un téléphone de $500? Donc si c'est le même téléphone que je dois utiliser, elle doit aussi l'avoir. On se comprend, n'est-ce pas? Non, moi je suis homme. Non. Mais est-ce qu'il y a des téléphones pour hommes et des téléphones pour femmes? Non. Alors, on doit bannir l'égoïsme. Si vous êtes en couple, il faut dire au voisin, à ton couple. En tout cas, il faut bannir l'égoïsme. On est d'accord? Et deuxième élément dans la menace numéro 3 qui est l'égoïsme, c'est que la culture encourage et promeut l'égoïsme. Dans la culture. Donc, à part l'instinct naturel, il y a aussi la culture. Il y a aussi la culture. On se comprend? La culture aussi donne vraiment de la promotion à l'égoïsme. Et ce qui fait que, très souvent, on a tendance à regarder seulement ce qui est bon pour soi et ce qui est acceptable pour l'autre. Et aussi, même lorsqu'on se marie, il y a des gens qui ont tendance à considérer que le bon côté. Mais je tiens à vous dire qu'on doit ouvrir les yeux aussi sur le mauvais côté. Et l'accepter. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va remplir tous les critères à 100%. Et quand je conseille aux jeunes gens qui s'engagent dans l'aventure du mariage, j'ai dit n'attendez pas une personne qui vous donnera les 100% de vos critères. Mais si la personne dépasse déjà 65%, vous avez dit c'est demi sur 10, je pense qu'on va travailler ensemble sur les 3,5 ou les 3 qui restent. Et c'est comme ça que les choses peuvent marcher, peuvent aller de l'avant. C'est ainsi qu'avant le mariage, la relation est généralement peu marquée par la responsabilité
et la pression au quotidien. Beaucoup de gens ont caché leur vraie face pendant le fiançailles. Donc avant le mariage. Ici à Kinshasa, c'est encore bien. Les fiançailles durent 7 ans, 8 ans. Mais quand vous êtes à l'intérieur, on rencontre quelqu'un le matin, le soir, on va doter. Hein? Oui, je vous dis la vérité, il n'y a pas de fiançailles. De 9 mois, de 2 ans, ou de 7 ans. Les fiançailles académiques. Les fiançailles, il n'y en a pas, c'est juste, on s'est rencontré au marché. Donc, chez vous, c'est où? C'est là-bas, les soirs, on va vous rencontrer les parents. Moi, j'ai vu mes sœurs épouser comme ça. J'ai vu mes frères se marier comme ça. Hein? Une rencontre. Et puis, les mariages vont durer aussi. Il y en a qui vont durer jusqu'aujourd'hui. Et par moment aussi, vous allez voir qu'au début de la relation, on exprime librement son appréciation et son approbation. Librement. Ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. Là, c'est lorsqu'on regarde du bon côté. On regarde du bon côté. Alors, l'autre élément sur l'égoïsme, le dernier élément, c'est que l'égoïsme ôtera son romantisme à la relation. Alors, je tiens à vous dire que la relation du mariage tient aussi au romantisme. Est-ce que vous comprenez les termes romantisme? Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Oui, je sais qu'il y a des enfants là, hein, il y a des enfants. Je vais parler en adulte. En tant que couple, vous devez nourrir l'instinct de l'amour. Il faut réveiller l'amour. J'ai eu un cours en agrégation quand j'ai commencé à faire le 3e cycle. Ce cours m'a beaucoup aidé, même dans ma relation personnelle avec mon épouse. C'est que si vous connaissez la personne, c'est-à-dire, dans ce cours-là, on parle de la psychologie de l'adulte. Il y a ce qu'on appelle l'intersensualité. Comment réveiller l'essence de l'autre en lui présentant? S'il aime l'humour, rentrer dans l'humour. Moi, j'aimais beaucoup le football. Je continue à aimer le football, mais pas comme avant. Si je suis au salon, mes enfants, mon épouse, quand on suit les matchs de football, on s'embrassait, tout le monde est excité, parce que moi, je suivais ces matchs. Et personne ne pouvait changer la télé. Ah, papa aime. Et puis, mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, les équipes que moi j'ai soutenues quand je n'étais pas pasteur, c'est les équipes qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez savoir quelle équipe j'ai soutenue, vous allez vérifier auprès de mes garçons. Parce qu'ils étaient là. Donc, les cadets, lui, n'a pas découvert ça. Mais les 2 premiers, je les amène même au stade pour suivre le match de football. Alors, si je peux faire ça avec les enfants, même leur maman a été influencée. J'étais amené aussi au stade, non? Je n'ai pas été au stade. Alors, qu'est-ce que vous découvrez dans l'autre? Je vais vous donner un autre élément, c'est que moi, je n'aime pas les fêtes. En tout cas, les fêtes pour moi, les fêtes n'étaient pas créées pour moi. Mais elle aime les fêtes. Donc si je vais dans une fête les samedis, c'est parce que je veux qu'elle soit là. Donc je vais être à ses côtés. Elle peut être à la fête, même si elle mange, il faut qu'elle voit les gens défiler, les gens danser. Pour elle, c'est bon. Il y en a qui veulent aller au cinéma. Si tu découvres que ton partenaire aime le cinéma, il faut l'accompagner au cinéma. Alors, c'est du côté romantisme de la relation. On se comprend? Alors il ne faut pas dire, moi je n'aime pas ce genre d'histoire-là. Ah, mais comment tu vas m'accompagner dans ce que j'aime? Donc il y en a qui ne sont pas venus. Je connais un couple parmi nos enfants qui soutiennent le Real Madrid. Ils ne pouvaient pas venir à cette réunion. Ils ne pouvaient pas. Parce que les deux sont là à la Madrid. Ils ne pouvaient pas venir parce que Madrid. C'est le match, c'est le maintenant. C'est pas la nuit. Je voulais suivre ce match si je pensais que c'était la nuit. Mais maintenant là c'est compliqué. Ils ne sont pas venus. Christophe et Chanel. Alors qu'il m'avait confirmé qu'ils nous seront. Alors, la nature égoïste cherche toujours, même à justifier les rejets de l'autre. Maman a dit que son mari est au travail. Mais parfois,
Il n'a pas voulu venir seulement à la réunion. J'insinue seulement. Votre histoire là, on va seulement nous demander d'aimer les femmes. Est-ce que je ne le fais pas d'habitude? Alors, on cherche toujours une raison pour rejeter l'autre. La conséquence, ça c'est la troisième menace, hein? La conséquence dévastatrice de l'égoïsme, c'est l'isolement. L'isolement. Et je peux vous surprendre que l'isolement ici commence avec celui qui est plus égoïste là. Lui-même va commencer à s'isoler, il va commencer à se cacher. Il va commencer à se cacher. Ce matin, j'étais à la maison, quand je suis sorti, j'ai trouvé notre voisine et un autre voisin qui appelait les maris de l'autre voisin, qui a passé nuit dans la fête quand il formait sa femme. C'était compliqué, je le voyais, je souriais, mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois, il a fait toi là. On va y transférer, on a la laïque. Ah, oui, on a bien gagné à inviter. Ah, mais il fallait laisser le vrai, il fallait appeler ton ami. La femme était agitée. Je lui ai dit, mais Malem, là où tu habites. Vous comprenez? Alors, comment la femme a un bébé, même si tu veux venir à la fête, il faut qu'il sache que tu vas à la fête. On se comprend? Alors, la quatrième menace, c'est les difficultés et les épreuves. On peut y ensemble les difficultés et les épreuves. C'est quelque chose à laquelle on ne se prépare jamais lorsqu'on s'engage dans le mariage. Il est impossible d'anticiper les moments où surgiront les difficultés. Ça, je tiens à vous le dire. Les problèmes qui surviennent dans le mariage, dans les couples. Il est difficile de les programmer. Et dans 2 ans, nous allons manquer l'argent du loyer. Dans 2 ans, nous aurons les jumeaux. Dans 3 ans, on n'aura pas le travail. Ce sont des choses qui surviennent et qui nous surprennent. Mais chaque fois que ça arrive, j'ai toujours aimé, j'ai fait l'étude de cet épître déjà. Cet épître commence par expliquer la souffrance et les épreuves. Au chapitre 1 de Jacques, à partir du premier verset déjà, Jacques prend le soin de parler des difficultés. Et il dit, les difficultés viennent pour plusieurs raisons, pour diverses raisons dans un couple, dans la vie de l'homme. Il y a le verbe qui est utilisé, le verbe upomone, c'est en grec. Ça veut dire en français, il faut endurer. Endurer. Il faut supporter, il faut surmonter les souffrances. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est pour Jacques, il dit, Dieu vous permettra. Mais est-ce que nous sommes préparés qu'il y aura des difficultés? Non, on ne se prépare jamais aux difficultés. On pense toujours, même quand on dit le meilleur, cette phrase a changé. Hein. Avant on disait pour le meilleur et pour le pire. Maintenant on dit pour le meilleur et pour la vie, parce qu'on évite les difficultés. Mais laissez-moi vous dire qu'elles sont inévitables. Surtout qu'on ne les programme pas. Hein? Surtout qu'on ne les programme pas. Ça nous est arrivé d'occuper, de vivre dans une maison de 2 mètres carrés, c'est-à-dire avec 3 enfants, 2 mètres carrés, tout c'était 2 mètres carrés. Aux chambres, salon, cuisine, salle de bain. On entre, donc dès que tu entres comme ça, tu es dans la chambre, dès que tu entres au salon, dès que tu entres dans la cuisine. Alors il faut s'imaginer maintenant où se trouve le matelas des parents, où se trouve le matelas des enfants, où se trouvent les assiettes. Et on avait 3 enfants. Et d'ailleurs, c'était une maison de $10, on était incapable de la payer. Je dis incapable de payer. Donc la fin du mois comme ça, les bailleurs viennent, on n'a pas l'argent. Ah, Binopé, il part. $10. Alors, les difficultés ne signifient pas qu'il y a un problème dans le foyer. Mais le problème est que nous ne réagissons pas souvent comme il le faudrait quand il y a des difficultés. Hein? C'est-à-dire, vous manquez à manger. Vous manquez à manger. Vous n'avez pas encore à manger pour aujourd'hui. Comment vous allez chercher à manger pour demain? Vous n'avez pas d'argent pour scolariser les enfants. Je me rappelle, madame avait perdu les cheveux. Hein? C'est-à-dire, si il y a quoi, ma dodo. Donc il y a des trous là.
sur la tête. Je peux même vous choquer parce que je me rappelle qu'il est arrivé que tu avais un sous-vêtement. C'était pendant combien d'années? Deux ou 3 ans. Ce n'est même pas un sous-vêtement qu'elle avait acheté. C'était un sous-vêtement échantillon. Donc, une de mes sœurs lui a envoyé ce sous-vêtement pour lui acheter des sous-vêtements à vendre. Alors, il a gardé l'échantillon là pendant 3 ans. 3 ans. Ce n'était pas programmé, mais c'était difficile à vivre. C'est la manière de réagir dans les difficultés qui vous permet maintenant de surmonter ces difficultés. Très souvent, les femmes ne supportent pas les difficultés. Hein? Les femmes, excusez-moi. Parce que on a toujours l'idée que c'est l'homme qui doit les chercher. Et je me rappelle que madame vendait la farine devant la porte. Alors, si vous sommes à farine, il y a un bassin de farine de maïs, de farine de manioc. Mais non, tu n'arrives pas à vendre même un quart dans une semaine. Ça veut dire que vous allez consommer même cette farine-là. Tu n'as pas d'argent pour recommencer. Alors, elle reçoit l'opportunité d'aller travailler dans l'enseignement. L'opportunité là, elle dit non, je ne parle pas, je préfère vendre le manioc devant la porte. C'est-à-dire, on ne peut même pas voir les opportunités quand il y a la difficulté. Elle me dit, mais on va vivre seulement comme ça. On va vivre, Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Ça n'était pas facile. Donc c'est la façon de... Le problème, ce n'est pas les difficultés. Le problème, c'est comment, quand les difficultés sont là, quand les épreuves sont là, comment sortir de ces difficultés. C'est là le plus grand problème. Et dans la réaction, quand il y a des difficultés, votre réaction aura des effets. Soit les difficultés vont vous éloigner, si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire vous séparer complètement, ou elles vont vous permettre de vous souder davantage. Prions pour que les choses changent. Cherchons la face de Dieu. Implorons la face, parce que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les difficultés peuvent vous aider à renforcer l'unité, si vous l'avez compris, mais elles peuvent aussi vous séparer complètement. Je connais même certaines femmes, elles quittent la maison de son mari le matin pour aller chez ses parents critiquer son mari, mais il ne fait rien, c'est un paresseux, tout ça. Bon. Ou l'inverse, mais c'est souvent les femmes, je dis c'est souvent les femmes qui ne supportent pas les difficultés. Tu comprends? Et beaucoup même tentent de nier les problèmes. Ils tentent de nier, ils tentent de dire que ah non, c'est la conjoncture, c'est... Donc ils tentent de minimiser les difficultés. Et pourtant, c'est déjà là. Il faut faire avec. Il faut attaquer les difficultés. Alors, dès qu'il y a des problèmes, il faut s'engager. Il faut s'engager pour les traverser. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui pensent que la vie est toujours en rose dans le mariage, de travailler aussi pour savoir qu'un jour, nous pouvons rencontrer des difficultés. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes, n'ajoutez pas d'autres problèmes. On se comprend? Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous êtes incapable, par exemple, d'acheter un sac de riz. On vient vous proposer les sacs de riz à crédit. La personne qui vient vous dire, prenez ça, vous allez payer en 2 mensualités. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de l'acheter cash, vous ne pouvez pas aussi le payer à crédit. Vous ne saurez pas. Parce que les maisons vont s'accumuler davantage. Et vous serez incapable de payer ce sac de riz en 4 mois, alors que c'était pour 2 mois. Je me fais comprendre. Alors, c'est mieux de s'engager. De s'engager à traverser les difficultés qui surviendront sans rejeter votre partenaire. Sans vous éloigner de lui. Sans penser que c'est lui le problème. Parce qu'il y en a qui vont accuser, mais ça doit être toi le problème. Quelqu'un qui vient comme ça, il dit, mais vous n'avez pas encore préparé, mais qu'est-ce qu'on va préparer? Qu'est-ce que tu nous as amené? Qu'est-ce que vous avez laissé? Donc, il n'y a pas de douceur. On se comprend? La conséquence à cette menace, cette 4e menace, c'est l'incapacité à saisir la vision de Dieu sur ces problèmes. Ça conduit les couples à l'isolement.
lorsque vous serez vraiment incapable de voir derrière les difficultés une occasion de vous propulser en vous jetant entre les mains du Seigneur, en cherchant à comprendre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, elle dit ceci: j'ai de plans merveilleux pour vous. Il vous prépare à un terrain de stabilité. Il vous fait passer par un vent, une tempête. Il faut vous consolider davantage. Vous serrez la main dans la main. Vous serrez les coudes et cherchez la face de Dieu. Si vous refusez, c'est-à-dire vous êtes incapable, ça va vous éloigner davantage. Et la plupart des couples arrivent au divorce. Et la dernière menace, c'est les occupations extra-conjugales. Alors, je veux que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par extra-conjugal. Par occupation extra-conjugale, on entend tout ce qui constitue une fuite devant les responsabilités. Devant l'engagement pris. Fuite caractérisée par la recherche d'un accomplissement personnel en dehors du couple. Je vais donner quelques exemples. Vous êtes en train de noter? Oui, je reprends. Par occupation extra-conjugale, on entend tout ce qui constitue une fuite devant les responsabilités et l'engagement pris. Fuite caractérisée par la recherche d'un accomplissement personnel en dehors du couple. Lorsqu'on est en couple, tout ce qu'on accomplit, on doit l'accomplir pour le couple. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans les occupations extra-conjugales, vous avez par exemple la liaison amoureuse. Généralement, c'est ça qui fait que un mari qui venait souvent à 17h, il commence à dire non, le chef m'a donné du travail, j'ai des travaux à faire. J'ai parlé avec un frère le vendredi soir, à 23h45, il me dit, je suis encore au bureau. Il dit, frère, qu'est-ce que tu fais au bureau? À 7h. Oh non, pasteur, j'ai des choses à faire. 23h45. Moi, j'étais en prière, j'ai fait la prière. À 23h, maintenant, je discutais avec lui. Il dit, mais finalement, tu dors? Non, je suis encore au boulot. Moi, je dis, ah bon? Mais si vous allez dans le fond, la plupart, c'est quoi? Bien sûr, il y en a qui sont occupés, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas aussi le travail, c'est l'occupation extra-conjugale. D'abord, je commence par la liaison amoureuse, une liaison en dehors du couple. Deuxième, la réussite professionnelle. Je vais avoir une promotion. Vous allez voir quelqu'un, il est au travail. C'est comme j'ai mon ordinateur là. Je quitte le bureau, j'amène l'ordinateur au salon. On me sert à manger, je mange, je suis à l'ordinateur. Non, en tout cas, il y a un projet, je dois faire des rapports. Nous sommes à la fin du mois, je dois terminer ces rapports. Je quitte avec l'ordinateur, je rentre avec dans la chambre. Je suis au lit avec l'ordinateur. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, maman, nous sommes le 26. Les rapports entrent demain à minuit. Est-ce que ça comprend? Ça, c'est chercher une réussite professionnelle. Je tiens à répondre à un besoin professionnel, mais je détruis mon couple. Est-ce que ça comprend? Il y a aussi les gains de matériel. Cette année, il doit acheter la parcelle. Cette année, sans faute, je dois acheter le véhicule. Ça peut te permettre de travailler, de chercher des heures creuses au travail. Alors, où tu as ton propre travail, et puis tu as l'extramorose. Juste parce que tu veux gagner en matériel. Mais en même temps, tu fais souffrir ton couple. Vous allez voir, par exemple, madame est enseignante. Mais elle peut s'engager à faire le préceptorat. Donc elle enseigne à l'école, elle va enseigner aussi aux enfants après l'école. Au lieu de quitter l'école à 12h30, elle quitte l'école à 16h. Quand elle arrive à la maison, moi je dois manger à 15h ou à 16h. Ou à 12h, elle n'est pas là. À 13h, elle n'est pas là. À 16h, elle n'est pas là. Oh non, mais tu sais, tout ça, j'ai fait pour apporter l'argent à la maison. Mais papa, maman, l'argent à la maison, mais dans le temps, tu stues ton couple. On se comprend? C'est pour avoir les gains matériels. Oh, je voulais acheter une nouvelle paire de souliers, mais comme il n'a pas d'argent, je vends les cacahuètes.
Tout ça, donc tous ces éléments-là, ça détruit la vie du couple. Il y a aussi l'activisme. L'activisme, vous avez par exemple les Makelemba, les associations. Donc, vous êtes partenaire conjugal, mais vous avez plusieurs engagements en dehors du couple, ça vous prend du temps. Et vous, même à l'église, hein, même l'activisme est positif. Hein. Si elle est à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église, jeudi à l'église, vendredi à l'église, samedi à l'église. C'est positif. Oh non, je sers Dieu, mais est-ce qu'on sert Dieu comme ça? Mais où est la place de ton couple? Dans ce que tu fais, est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Paul demande aux célibataires de travailler, hein, et non aux mariés. Oui, les célibataires doivent se donner à 100%, à 1000% même à l'église. Lisez 1 Corinthiens 7. Vous n'avez jamais dit ça? Hein? Vous n'avez jamais dit ça? Ah, il faut les faire. Commence au début, tu peux voir jusqu'à la fin. Paul dit, je recommande aux célibataires de se donner à 1000%. Parce que quand vous serez marié, vous n'aurez pas le même temps. Parce que quand vous êtes marié, si vous allez à la retraite, il faut demander à madame. Si elle dit non, tu ne pars pas. Oh, frère, tu ne veux pas me croire? J'ai déjà 27 ans de mariage. Je suis aussi pasteur. Je sais ce que j'ai dit. Si je prends mon sac, ma Bible, je vais arrêter, madame dit ne pars pas, je ne pars pas. Et pourtant, je vais arrêter pour servir Dieu. Mais je dois aussi la servir. Quand il dit, mon papa ne part pas, Dieu ne sera pas avec toi dans cette prière-là. Il ne faut pas aller. Tu ne vas pas chasser un démon qui n'est pas démon. C'est l'activisme chrétien. Tu vas faire une retraite de 90 jours. Tu dors à l'église, tu vas la monter pendant 90 jours. Tu oublies que tu es marié. Vous savez combien de femmes ont tué les foyers? J'ai vu des scènes sur TikTok comme ça. Le pasteur vient à la maison, on étale les tapis pour le pasteur, on lui sert de l'eau froide. Le pasteur vient avec le mari. Le mari, on n'est même pas reçu. On n'a pas vu ça sur TikTok? Hein, maman, on n'a pas vu ça sur TikTok? Comment on peut honorer le pasteur en église, son mari, qui t'a honoré d'ailleurs, qui t'a sorti du célibat, qui a chassé les démons des célibats? C'est l'activisme. L'autre relation extra-conjugale, c'est les enfants. Ça peut vous surprendre que les enfants deviennent ennuyants à la maison. Les enfants dérangent. Surtout les familles nombreuses. Vous avez une maison de 2 chambres salon, vous avez 7 enfants, plus 2 neveux, plus 4 nièces, ça fait combien? 8. Non, non. 7 enfants, 2 neveux, 4 nièces. 13. Alors, vous avez 2 chambres salon, 2 chambres salon. Ça veut dire quoi? Les parents occupent une chambre, les filles peut-être une chambre, mais les filles sont déjà 9, hein? Et les garçons au salon. Pour que tous ces enfants dorment, ceux qui sont au salon dorment, il faut que celles qui vont à la chambre vont être dans la chambre. Sinon, personne ne va dormir. Mais ils ont l'école le matin. Maintenant, l'un de vous doit dire, non, il faut fermer la télé. Vous fermez la télé de force. Soit vous compatissez avec ceux qui doivent dormir au salon pour que les autres aillent dormir. Et parfois, on se donne tellement pour que les enfants réussissent et qu'on oublie que j'ai un mari ou j'ai une épouse. Ça peut vous surprendre que ça soit listé comme une relation extra-conjugale. Alors, nous nous trompons en croyant que nous méritons un épanouissement personnel et un bonheur parfait. Nous sommes programmés pour la société. Lorsqu'on pense que tel a réussi, et tel a fait ceci, je dois aussi faire. C'est-à-dire, nous ne vivons pas, on n'a pas une idéal personnel en commun. Là, je vis par rapport aux autres. C'est-à-dire, c'est là que j'ai dit, nous sommes programmés pour la société. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons une perception fausse de la réalité. Comparons nos attentes et nos rêves à la réalité. Bien, mais peu importe le degré de votre vision,
il est difficile que vous puissiez l'atteindre à 100%. Alors contentez-vous de ce que Dieu vous donne et travaillez dans la mesure du possible. Mais si vous n'atteignez pas ce que vous voulez, vous le faites le Seigneur. Nous remettons la réalité en question et non pas nos rêves. Parfois, vous voyez par exemple les difficultés. J'ai vu le ministre des fonctions publiques recevoir les instructions du président. Il dit qu'il faut équilibrer la rémunération de tous les agents de l'État. Mais les agents de l'État au Congo ne sont pas classés de la même manière. Vous avez par exemple, les militaires qui ne sont pas considérés comme agents de l'État. Je ne sais pas si c'est les agents de l'État, il y a les fonctionnaires, il y a les enseignants, tout le monde n'est pas agent de l'État. Alors le chef de l'État dit, il faut faire tout pour équilibrer du côté salaire. Quand on équilibre chez les enseignants, les militaires réclament. Quand on donne aux militaires, on a donné les doubles ou les triples. Les doubles, les fonctionnaires réclament. Alors, en même temps, lorsqu'on pense qu'on a satisfait une catégorie de la société, l'autre catégorie, c'est ça. C'est ça les. Alors, on peut avoir de bons rêves, mais la réalité nous donne d'autres choses. Alors, même dans les couples, ça peut être la même chose. Parfois, nous fuyons en nous jetant dans des occupations. On a toujours une raison pour sortir. On a toujours une raison pour être seul. Et enfin, nous finissons dans l'isolement. Et la conséquence à la 5e menace, c'est que les occupations extra-conjugales conduisent les couples à l'isolement. Alors, la conclusion partielle, parce qu'il y a la deuxième partie de l'enseignement, partant de ces 5 menaces précitées, qui détruisent l'unité du couple, nous pouvons prédire la détérioration d'une relation conjugale au cours des 5 phases suivantes. La première phase, je vais dire ça rapidement, c'est la phase romantique. Lorsque il n'y a pas d'ajustement. Quand on dit ajustement, ça veut dire quoi? Mon mari a des atouts, il a des qualités, il a aussi des faiblesses. Ok? Mon épouse a des atouts, elle a aussi des faiblesses. Je ne dois pas m'appuyer sur les faiblesses. Je dois plus m'appuyer sur ses atouts, sur ses qualités, tout en tolérant ses faiblesses. C'est ça ce qu'on appelle l'ajustement. Et si, dans les romantiques, s'il n'y a pas ça, avant et juste après le mariage, je dis bien avant, on peut se montrer très enthousiaste pour le partenaire, mais juste après le mariage, on commence à découvrir les faiblesses et puis la courbe va dans le sens contraire. Et les couples, au début, aspirent à l'unité, mais ne disposent d'aucun plan pour y parvenir. C'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire quoi? Travailler sur la justice, les ajustements, et puis bannir le plan du monde, adopter le plan de Dieu, éloigner l'égoïsme. La 4e menace, c'était quoi? Maman, vous avez écrit la 4e menace. La 5e, c'est les occupations extra-conjugales. Les difficultés, les épreuves. On peut avoir l'idéal d'avoir un couple harmonieux, mais on n'a pas les plans. Comment vivre? C'est ça les plans que je vous donne. Il faut faire les ajustements. Il faut bannir les plans du monde. Il faut détruire l'égoïsme. Il faut supporter les épreuves ou les surmonter parce que ce n'est jamais programmé, les épreuves. Hein? Si vous lisez le livre de Job, Job a réussi des nouvelles. Vous lisez ça, mais rentrez dans la peau de Job. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. La tempête peut vous emporter. Alors, il faut vous attendre que, surtout, je parle à ceux qui sont encore célibataires, ceux qui sont dans les couples, ceux qui ont 5 ans, 10 ans, peuvent déjà comprendre ce que je suis en train de dire ici. Mais ceux qui ont 2 ans ne peuvent pas découvrir ça. Parce que parmi ces phases, il y a les phases qui interviennent dans les 5 premières années, d'autres interviennent dans les 5
dans la deuxième phase de 5 ans. Je m'excuse. D'autres interviennent après 15 ans. Donc, c'est-à-dire, pour parler de la stabilité, ce n'est pas avant 15 ans. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Alors, avant et juste après le mariage, il y a aussi la relation sociale, physique et émotionnelle, qui constitue une image incomplète du mariage. Je dis bien avant et juste après le mariage. On a tendance à donner une bonne image de la maison. Je parle de la maison. Vous voulez une maison stable, un téléviseur, un congélateur, mais ça peut ne pas répondre. Je me fais comprendre? Ça peut ne pas répondre physiquement. Ça peut ne pas répondre. Mais sachez que vous êtes dans un processus, vous allez vous compléter. Ça viendra avec le temps. Considérez que Dieu a créé le monde à partir d'un chaos. Et ce monde a pris la forme. Mais même aussi, Dieu peut vous donner une possibilité. Alors, dans cette phase de romantisme ici, cette phase est caractérisée par des sentiments intenses, mais non durables. On veut pleurer à son partenaire, mais parfois on n'a pas assez de moyens pour y arriver. Vous voulez offrir des cadeaux, vous voulez faire des sorties. Vous voulez peut-être offrir un voyage. J'ai parlé avec un ami hier. Ils ont aussi 26 ans de mariage comme nous. Mais ils n'ont jamais voyagé. Voyagez même pour un jour ensemble, en couple. L'homme voyage, la femme voyage. Ils n'ont jamais voyagé ensemble. Mais je vous garantis que si vous voyagez ensemble, même pour un jour, un moment, quittez Kinshasa à Kassangulu ou bien Malou, pour un jour seulement, vous allez voir que vous avez peut-être effectué un voyage de 10 années. Ah, pourquoi tu refuses? Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Voyager seulement à la Maluku. Maluku, c'est Kinshasa. Mais quittez seulement votre maison là, à la Maluku pour un jour. Retournez après. Vous allez constater que vous avez perdu beaucoup de choses en restant à la maison. Je vous dis la vérité. Parce que nous, on a déjà cette expérience. On doit voyager, non? On doit aller en Bandaka, on doit aller à Chikapa, on doit aller... On ne va pas encore aller en Europe. On ira aussi. On va d'abord chez nous. La deuxième phase, c'est la transition. Dites avec moi transition. La première phase, c'est romantisme ou romantique, la phase romantique. Deuxième, c'est la phase de transition. Ici, c'est au début du mariage. Alors, quelqu'un va me poser la question, pasteur, le début du mariage, c'est quand? Hein? Comment? Oui. Laissez-moi vous dire que pour ceux qui sont rapides, le début du mariage, c'est la première année. Mais pour ceux qui sont lents, ça peut prendre 5 ans. Parce que dans cette phase de transition, c'est-à-dire qu'on était célibataires. Vous savez, ça nous est arrivé. Nous étions dans une maison de chambre-salon. On prenait une pièce. On prend chambre-salon. J'arrive à la maison, j'enlève la chemise. Je mets derrière la chemise. Madame me dit, papa, il y a la chambre. Va dans la chambre. Vous comprenez? Lorsque on se marie, il y a ce qu'on veut voir les partenaires faire. Mais attention, il est possible que vous soyez déçus après 5 ans. Pas le premier jour, pas le premier mois, pas les 9 premiers mois, pas la première année. Mais il y en a qui manifestent leurs habitudes, leurs sales habitudes, dès les 9 premiers mois. Mais pendant cette période, les gens font tout pour être beaux, pour être bons. Ils font tout pour sortir même ceux qui n'ont jamais été. Est-ce que je me fais comprendre? Il va même t'offrir tout son salaire, juste pour te montrer qu'il est bon. Donc son vrai caractère ne sortira qu'après 3 ans, après 5 ans. Tu ne connais même pas combien on le paye. Il a même eu la promotion, tu ne sais pas. Ça, c'est le début du mariage. Donc les valeurs, les attentes, hein, ça commence à souffrir. Il y a les amorces des déceptions qui traversent les cœurs.
Donc tu vas voir ton téléphone. Moi j'appelle, mon épouse reçoit, tu peux recevoir même 20 appels par jour, même 30. Des appels, j'appelle. J'appelle pour vérifier. Même si je ne suis pas Kinshasa. Et tu es arrivé au travail. Et quand je ne suis pas Kinshasa, je fais des appels vidéo. Quand je ne suis pas Kinshasa, je ne sais pas que je vérifie si elle est seule, non. Juste je vais d'abord la voir. Parce que quand je la vois, parfois je suis rempli de... J'avais faim, je suis rassasié. Quand je vois seulement son visage. Maintenant, je fais des appels comme ça vidéo, mais quand je suis à Kinshasa, je fais des appels normaux, parfois je fais des appels vidéo. Alors, tu es habitué à appeler quand vous étiez fiancé, maintenant, tu lances des appels, premier appel, deuxième appel, troisième appel, 4 appels, personne ne voit, personne ne parle. Tu veux me dire quoi? C'est pas le téléphone a sonné, mais la personne n'a pas pris. Appel normal. Non, peut-être à la mine, WhatsApp a quitté. Mais c'est la même sonnerie qui sonne sur WhatsApp qui sonne sur l'appel normal. Il n'y a pas de sonnerie. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des amours et des déceptions qui commencent à traverser le cœur. Et elles sont vite éteintes par l'intensité des sentiments pour l'autre, soit ignorées. Lorsque vous êtes dans la phase de transition, vous commencez à voir la personne devient méchante, elle devient mauvaise, elle devient désirable. Vous commencez à rejeter la personne. Quelqu'un a dit, l'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux quand vous aimez quelqu'un, il faut garder les yeux ouverts. Même quand vous vous mariez aussi, gardez vos yeux ouverts, ne fermez pas les yeux. La troisième phase, c'est la réalité. La réalité ici, c'est que la relation commence à entrer dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que les couples font face à des changements. Les changements que je viens de citer ici. Par exemple, vous aménagez dans un nouveau quartier. Ok? Vous avez des amis différents. Moi j'ai des amis, madame a des amis. Nos amis, quand ils viennent à la maison, chaque ami qui vient, il a ses problèmes. Il a ses prétentions, il a ses attentes vis-à-vis de nous. Même les visites de la famille. J'ai suivi, je ne sais pas si j'étais avec toi. Bon, j'ai vu ça dans la plateforme de couple. L'homme reçoit l'appel de sa belle-mère. Ah maman, non, vraiment tu vas venir chez nous, ça serait une bonne chose. Tu vas faire même 9 mois. Il entre avec cet appel dans la chambre. Son épouse, quelle maman, l'homme a pris le téléphone, il a mis, pendant que sa femme parlait. C'était sa propre mère. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Là, j'ai des enfants, moi je vis avec mon mari et mes enfants, je n'ai pas d'autres problèmes ici. L'homme me dit, maman, tu as entendu comme ta fille dit, elle ne veut pas voir d'autres personnes dans sa maison. Oh, c'était ma mère? Mais tu voulais que ça soit la mère de qui? Ça c'est la réalité, avant la réalité. Il y a des gens qu'on désire voir, ceux qu'on ne désire pas voir. Quand ils arrivent à la maison, il y a des discussions. Il y a des discussions, des disputes à cause de la place d'une personne. Parce qu'on est en face des réalités. Il y a un neveu qui doit payer les minervales, il y a mon fils qui doit payer les minervales, les deux sont dans les besoins. Maintenant, j'ai dit, bon, je dois payer pour le neveu pour éviter des problèmes. Non, c'est d'abord notre fils, les enfants d'abord. Ça c'est la réalité. Il y a aussi les valeurs matérielles, les valeurs conflictuelles, les difficultés liées aux enfants et à l'éducation, les attentes et interférences de la famille, surtout quand la femme n'a pas mis au monde après 6 ans, 7 ans. Hein? Ça, nous sommes en face d'une réalité, n'est-ce pas? C'est parfois la famille qui vient dicter. Elle est consommatrice, il faut qu'elle parte. On peut même prendre sa valise, mettre dehors. Toi, tu es là. Tu dois observer ou tu dois protéger ta femme. Même la gestion des finances. Vous avez des caisses différentes. Les réalités de la vie plutôt, minent la relation. Les sentiments commencent à connaître des variations importantes. La lutte pour changer, l'autre démarre. Donc vous voulez que votre partenaire change. Mais parfois, rien n'arrive. Vous êtes fait déjà les prières. Vous invitez même des conseillers. Ça ne marche pas.
Il y a même les parents qui ont disparu parce que vous avez tellement écrit. Ils sont venus, vous avez dit c'est jusqu'à 1h du matin. Je suis allé, ils savaient que c'est un couple de 19h à 1h. Même de 10h à 23h. C'est un problème. Quand vous êtes en face de la réalité, la déception et le découragement commencent à prévaloir dans la relation. Maintenant, il y a la phase de représailles. C'est l'avant-dernière phase. Vous avez les ressentis et l'amertume qui commencent à laisser des traces. Les pommes de gastrite, les maux de dos, les pommes de crampes. Vous pensez que c'est juste... Le corps répond à l'insatisfaction, l'hypertension, les maladies indescriptibles. Le mari abandonne sa femme pour son travail ou d'autres intérêts. Quand il sait qu'il a une mission, il jubile parce qu'il sait qu'il sera à l'aise là-bas. Au lieu d'être avec celle-ci, elle me fait trop de bruit, je préfère être ailleurs. La femme s'adonne totalement à ses enfants ou recherche d'autres centres d'intérêt. Par exemple, musique, il va dans les réunions de la famille, elle préfère être ailleurs. Réunions politiques, pour ceux qui sont dans la politique. Et même chercher une mission de travail. Ce n'est pas vraiment la mission, c'est pas ce que de mettre encore loin de ces messieurs, ces monstres. Ils me cassent la tête. Les démons. Les représailles émotionnelles, voire physiques, deviennent une alternative. Quand on dit représailles physiques, ça veut dire quoi? Mais même pas, quand vous montez au lit avec 3 kilos, 7 pantalons, et puis, parfois, il y a même un autre qui a mis un mur. Il a mis un mur entre lui et son mari. Un mur en bois ou en carton, je ne sais pas. C'est bizarre. La dernière phase, c'est la phase du rejet. C'est-à-dire, quand on ne peut pas supporter, on finit par se séparer. Et les divorces. Bien aimé, le cœur est si endurci que l'hostilité et le découragement l'emportent sur les conséquences connues, ainsi que l'incertitude de l'avenir. La séparation émotionnelle, l'éloignement, on assiste à un éloignement émotionnel, même la mort. Même la mort. Je connais des gens qui sont morts à cause du rejet, même du mépris de son partenaire. Parce que le partenaire ne t'écoute pas. Tout ce que tu dis, tu es en train de halluciner. Ça, c'est quel... Mais est-ce que vraiment tu es normal? Mais c'est l'accumulation des situations, de problèmes. Parfois, elle n'a pas quelqu'un à qui s'ouvrir et la conséquence, c'est la mort. Oui, il y a un frère commun à nous, qui a fini dans la tombe, abandonné par son épouse. Malheureusement, ils se sont mariés en 2003, si je ne me trompe pas. Donc 4 ans après nous. Et ils n'ont pas eu d'enfant. La femme l'a quitté. Et finalement, il a développé des maladies sérieuses. Et enfin, on l'a enterré. Donc voilà un peu, je suis à la fin. Il existe les chemins de l'unité. C'est Ésaïe 53, verset 6. C'est que nous étions tous errants comme des brebis sans maître. Et chacun suivait sa propre voie. On doit choisir les objectifs de Dieu pour les couples. On doit choisir les plans de Dieu pour les couples. La puissance de Dieu pour les couples, c'est la prière. C'est comme ça que dans notre plateforme, nous prions chaque mardi. C'est ça, non? Et j'ai vu notre modérateur, il a conduit la prière. Généralement, quand on est dans des réunions de couples comme ça, j'ai rencontré des couples qui ont fait 17 ans, mais qui n'ont jamais prié ensemble. 17 ans, chrétiens. Ils n'ont jamais prié ensemble pour leur mariage. Non, ils ne sont jamais tenus à la main comme ça. Pour prier pour leur mariage. Jamais. Mais ils prient pour tout. Seigneur, donne-nous le travail, donne-nous la maison, donne-nous l'argent, tout ça. Mais jamais pour leur mariage, ni pour leurs enfants. Jamais. On a fait dans une réunion comme ça, on a fait, et la dame m'a appelé, elle me dit, papa, merci beaucoup parce que ce que tu nous as dit nous a aidés. C'est la première fois que moi et mon mari, après 17 ans, on s'est tenus à la main et compris pour notre mariage. Alors, si vous voulez
avoir la puissance dans les couples, adopter la prière. Peu importe le temps que ça peut prendre, même 1 minute, même 5 minutes. Si vous êtes fort, 1 heure, 2 heures, même un jour de prière pour votre couple. Le processus de Dieu pour le couple, le processus de Dieu pour le couple. Quelle est la vision que Dieu a pour vous? Et puis le produit de Dieu pour le couple, c'est l'unité. Et là, j'ai fini. Je laisse à madame quelques minutes pour son intervention. Et puis, on va passer à l'atelier. Souffrez qu'on travaille comme ça. J'ai pris beaucoup de temps. Je ne vous ai pas ennuyé, hein? Non, si vous êtes ennuyé, vous êtes ennuyé. Ok. Bonsoir tout le monde. Si nous parlons en français, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne. C'est pourquoi vous voyez que papa a beaucoup parlé en français. Normalement, nous avions préparé de faire ça en bilingue. Mais nous sommes obligés maintenant, comme il y a aussi les gens qui sont en dehors de notre pays. Dans des pays étrangers, au Mali, il y a des Maliens qui nous suivent. Alors nous ne pouvons pas parler en lingala, sinon ça va échapper. Ils seront aussi en difficulté. Je vais parler un peu plus vite pour que nous ne puissions pas encore traîner. Mais quelque part, si nous traînons aussi, c'est bien. Nous qui allons loin, à ce moment, s'il y a des embouteillages, il y avait des gens qui étaient allés voir le match, et rentrent, il y a des embouteillages. Merci d'avance de me supporter pour ces instants que je vais prendre. Moi, je parle de soins intimes. Les soins intimes, je sais que tout le monde, nous sommes déjà grands, nous prenons soin de nos corps, mais des fois, il y a quelques erreurs qui peuvent arriver et nous devons aussi apprendre, nous devons partager. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui savent mieux que moi, mais nous allons quand même partager pour ceux-là qui ne savent pas aussi. Qui ne savent pas, ils peuvent aussi avoir quelques connaissances sur ça. Mais dans la plupart des cas, quand nous parlons de soins intimes, les gens visent souvent la femme. Mais là, moi, je dirais qu'il ne faut pas seulement viser la femme, nous devons viser et l'homme et la femme, parce que les deux vivent ensemble. Quand on parle des soins intimes ici, c'est comme nous sommes dans la réunion de couple, nous parlons pour le couple. Quand je dis que la plupart des cas, on parle plus de la femme, on s'intéresse plus à la femme, c'est parce que vous allez voir même dans la réunion de parler un peu des soins intimes qui nous concernent, l'homme et la femme. Et ces soins ici, quand je voulais parler, les intimités, les gens parlent souvent pour la partie là que nous connaissons, c'est seulement là-bas. Mais quand moi je regardais, j'ai dit non, j'ai un peu réfléchi sur ça, j'ai dit les soins intimes doivent commencer de la tête aux pieds. Alors de la tête aux pieds, j'ai épinglé quelques points, quelques parties du corps, ou bien quelques parties du corps, oui. Par exemple, je dois parler des cheveux, de la bouche, des oreilles, les aisselles, sous les seins, notre partie intime, même notre derrière. Maintenant, pour les cheveux, là, c'est plus chez les femmes. Les femmes ne s'intéressent pas plus aux cheveux. Nos cheveux, le plus souvent, lorsque nous mettons de perruques, nous faisons tresser nos cheveux, nous restons avec même pendant 3-4 mois, oui. Parce que j'avais beaucoup gaspillé, j'ai beaucoup dépensé. Alors, je dois aussi bénéficier de toutes mes dépenses faites. Or, quand je reste longtemps avec des cheveux non lavés, déjà la tête va sentir. Ça va sentir mauvais. Ça sent mauvais. Je prends souvent des motos pour aller à mon travail chaque matin. Et j'aime souvent prendre des motos avec les femmes. Vous allez voir, peut-être il y a une femme devant moi. Mais ça sent. Vous êtes avec une dame, mais vous sentez que sa tête sent. Elle est bien maquillée, bien habillée, parfumée même. Mais sa tête sent. Lorsque nous sommes en route comme ça
sa tête sent. Je me suis dit, mais dans la maison où il est avec son mari sur son lit, il n'y a pas de l'air, hein? La porte est fermée, les fenêtres fermées. Qu'est-ce que cet homme-là vit? Donc nous les femmes, nous devons vraiment faire un effort de toujours veiller sur nos cheveux. Rester 1 ou 2 semaines, ou bien si je veux faire 3 mois avec mes cheveux, mais je dois toutefois utiliser les shampoings, laver mes cheveux, même 2 semaines après, je lave mes cheveux, afin que je ne fasse pas mal à mon partenaire. Puisque, en tout cas, cette odeur-là peut risquer de rendre l'autre muet. Il peut devenir muet, peut-être il s'est dit, si j'ai dit à ma femme que ta tête sent, il y a des femmes qui s'enflamment facilement, elle va commencer à parler et il sera mal à l'aise. Un homme comme ça, tu vas voir, il s'est tait, il ne dit rien. Vous êtes là, des fois, quand tu cherches à lui parler, tu t'approches, tu vas voir le monsieur qui pousse un peu, qui fait un peu qu'il y ait de l'écart entre vous, parce qu'il ne respire pas bien. Alors, nous devons veiller vraiment à nos cheveux. C'est très important pour nous, les mamans. Nous devons vraiment nous réveiller. La partie de la bouche, maintenant là, nous devons aussi très bien brosser nos dents. Nous ne devons pas faire cela trop vite. Je ne sais pas s'il y a des dentistes ici. Vous allez voir, j'ai suivi quelques dentistes qui disent que quand vous brossez, ne le faites pas trop vite. Il faut vraiment bien brosser, prendre même 2-3 minutes, bien brosser sa bouche. Mais lorsque nous brossons, nous devons savoir aussi que nous devons brosser même avant de dormir. C'est très important parce que je sais que je parlerai avec quelqu'un qui est à mes côtés. Si ma bouche sent mauvais, ça va le gêner. Ça va gêner la personne qui est à mes côtés. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois veiller avant de dormir, brosser. Aussi, c'est pour éviter aussi, par exemple, la carie. Il y a aussi d'autres maladies. C'est pour cela qu'on demande même aux parents d'aider même aux enfants, de les apprendre déjà à brosser dès l'enfance pour éviter ces maladies-là. À part la maladie, je parle maintenant de l'odeur qui peut sortir de la bouche pour gêner l'autre. Peut-être il peut te dire, faites-moi un baiser et votre bouche ne sent pas bon. Vous allez voir, c'est comme ça qu'il y a d'autres, quand vous demandez comme ça, ils vous disent non, non, moi je n'aime pas souvent des baisers, hein, ça m'indispose, ainsi de suite. Mais vous ne savez pas que votre partenaire est en train de vous éviter parce que votre bouche sent tellement mauvais qu'il ne parvient pas à supporter, ou bien qu'elle ne parvient pas à supporter. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent bien brosser, mais ça continue à sentir. Je me souviens, lorsque j'étais sur les bancs de l'école, j'avais une amie comme ça, même si elle brossait comment, ça sentait toujours. Et j'avais entendu quelques amis qui disaient, elle devait prendre les feuilles de ce que nous appelons boulou-coutou. Les feuilles de boulou-coutou crues, hein, qui viennent en cœur de champs, hein, qu'on peut prendre des champs et qu'elle mâche. À part ça, j'ai suivi aussi sur TikTok, YouTube, j'ai suivi quelqu'un qui dit non, la personne peut prendre aussi ce qu'on appelle les clous de girofle. Il fait ça comme du thé. Clous de girofle, nous appelons ça, quand nous partions au marché, nous appelions ça goût de girafe. On disait goût de girafe. Les gens ne savaient pas ça, comment appeler, mais on appelle ça clous de girofle. Ce sont des épices, hein. Nous mettons ça aussi dans nos nourritures. Ça sent bon dans la nourriture. Ça y est là. Les clous de girofle. C'est comme les clous. Oui, d'autres mamans peuvent connaître. Les mamans peuvent connaître. Mais peut-être que les papas ne connaissent pas. C'est pourquoi j'ai mis quelques... Si c'est tige, si c'est grain là-bas. On peut aussi le prendre le matin. Nous chauffons comme du thé. Nous prenons le matin, le soir, ainsi de suite. Ça peut aussi nous aider à faire partir les odeurs buccales. Et aussi, on peut faire aussi les bains de bouche, hein, avec les produits pharmaceutiques. Si vous êtes fort, si vous avez beaucoup d'argent. Mais ça ne coûte pas tellement. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. Alors, nos bouches, quand c'est bien brossé, c'est bien lavé,
ça fait la fraîcheur quand vous parlez avec l'autre. Il est ou bien il est à l'aise. Donc nous devons vraiment veiller sur ça pour que nous nous mettions à l'aise. Et quand même nous brossons, nous devons aussi tenir compte de notre langue. Parce que la langue aussi, des fois je peux bien brosser mes dents, mais si je ne passe pas, je n'enlève pas la saleté sur ma langue, ça peut aussi créer la mauvaise sensation dans ma bouche. Là, je passe vite au problème des oreilles. Les oreilles, souvent, il y a d'autres personnes, quand ils se lavent, ils ne tiennent pas compte de là, ils ne tiennent pas compte d'ici, même derrière les oreilles. Donc, ils se lavent seulement, ils passent vite. Or, c'est très important de laver les pavillons là-bas, de les laver très bien. Et utilisons aussi les tiges coton pour enlever un peu les saletés dedans, parce que ça gêne aussi. Il y a d'autres personnes, quand vous êtes ensemble, ils peuvent faire un peu, faire comme s'il te mordait à l'oreille. Alors, si il arrive là-bas et par exemple, il sent cette saleté-là à ses dents ou bien dans sa bouche, il sent déjà qu'il y a quelque chose de mauvais et l'atmosphère ne sera pas bonne. Alors, nous devons vraiment veiller sur cela. Nous avons aussi les pommes des aisselles et sous les seins. Les pommes des aisselles, les aisselles sont dans un endroit caché. C'est normal que ça sente. Alors, pour éviter ça, ce n'est pas seulement se laver. On peut se laver tout le temps, mais ça va toujours sentir. Et comme Dieu est merveilleux, avec la nature qu'il nous a donnée, il y a même des citrons qu'on peut utiliser. Les citrons, d'ailleurs, on les achète. Nous pouvons prendre même la cendre. Quand nous faisons la cuisine, la poussière, avec la braise, la poussière qui descend là, peut aussi nous aider. Par exemple, le soir, je me lave, je me suis très bien, je prends seulement la cendre, j'applique sous mes aisselles, je dors. Le matin, dès que je vais me laver toute la journée, je ne sentirai pas. Je ne sais pas s'il y a aussi, je vois aussi sur le marché, des produits cosmétiques que les gens utilisent aussi. Mais moi, je préfère les naturels parce que c'est pas coûteux. Par exemple, la cendre là, je ne vais pas acheter ça. Je retire juste en dessous de notre brasero, je mets là-bas, ça ne va pas m'écouter. Donc même si je ne me parfumais pas, je ne mettais pas du parfum, je serai toujours bien. Ça ne va pas déranger mon conjoint ou bien ma partenaire ou bien mon partenaire. Donc nous serons vraiment à l'aise, même si nous sommes ensemble et que je soulève mes bras. Je ne peux pas aussi, je ne dérangerai même pas d'autres personnes qui vivent avec nous. Donc je vais toujours bien sentir, je serai très bien. Vous savez que quand vous mettez aussi les parfums sur une mauvaise odeur, déjà, ça dérange. Ça ne va pas toujours avoir de l'influence sur la mauvaise odeur. Donc, nous devons vraiment veiller sur ça. Même sous les seins. Sous les seins, il y a d'autres personnes qui ont une grosse poitrine. Sous les seins, là-bas, il faut aussi faire passer aussi du citron, même les clous de girofle. Quand nous avons déjà bouilli ça, ou bien j'ai gardé ça dans une bouteille. Moi, j'ai l'habitude de mettre ça dans un flacon. Je garde, je peux appliquer là-bas, après m'être lavé, j'applique et ça va beaucoup aider, de sorte que je ne vais pas sentir la sueur. Ça va mettre toutes les personnes qui sont à mes côtés et plus mon conjoint sera aussi à l'aise. Qu'on soit homme ou femme, je parle pour les deux personnes. Je sais que les hommes n'ont pas de seins, mais les seins, c'est plus chez la femme. Mais les aisselles, je parle aussi pour les hommes et les femmes. Parce que dans notre société, comme papa venait de parler de la culture, là-bas, on te dit non, l'homme peut se laver même une seule fois, c'est pas un problème. C'est un problème. Surtout s'il est déjà marié, c'est un problème parce que ce n'est pas dit que c'est la femme qui doit toujours respirer les mauvaises odeurs non plus. Donc la femme aussi est censée vivre la bonne odeur dans sa maison. Ce n'est pas que c'est à elle de vivre les mauvaises odeurs et les bonnes odeurs appartiennent seulement à l'homme non plus. C'est tout le monde qui doit bien vivre, bien respirer. Maintenant, nous passons vite au problème des... J'avais parlé l'autre point, c'est notre partie intime et notre derrière. Nous devons aussi les soigner. Quand je parle de ces produits-là, les citrons
Et les clous de girofle, je me répète encore, c'est ce qui est moins cher. Là, tous nous devons utiliser les clous de girofle. Tous nous devons utiliser aussi les citrons. Quelqu'un peut dire non, non, c'est seulement la femme qui va sentir parce que non, non. C'est tout le monde qui peut dégager une odeur quelconque. Alors comme l'homme, comme aussi la femme, nous devons utiliser ces produits. Par exemple, les clous de girofle, la femme peut l'utiliser en le bouillissant. Vous bouillissez les clous de girofle, vous mettez ça dans un seau, un petit seau. Vous vous asseyez dessus. C'est pas que vous vous asseyez dans l'eau chaude. Donc, vous êtes dessus, la vapeur monte sur vous, monte dans votre corps. Et il y a aussi, tu peux mettre les clous de girofle comme ça. Quand tu as déjà bouilli, tu mets dans les seaux. Il y a aussi les menthes, hein, les menthes, la menthe. C'est comme ça pique un peu comme ça. Vous mettez aussi dedans, dans cette eau-là, vous vous asseyez sur le seau. Ce n'est pas que dans l'eau. Vous vous asseyez sur le seau et la vapeur monte dans votre corps, dans votre partie intime. Et vous restez là un moment. Si vous pouvez sur 5-10 minutes. Si vous sentez que ça vous pique, vous pouvez, et si ça vous chauffe, vous pouvez vous tenir debout et puis vous vous asseyez. S'il y a lieu, donc, dès que l'eau est tiède, vous mettez ça dans un bassin, vous vous asseyez même dedans. Même l'homme aussi peut s'asseoir maintenant dans l'eau tiède. Il s'assoit aussi, de sorte que pour enlever les mauvaises odeurs, donc nous appelons ça les bains de siège, pour éviter de nuire à la personne qui est avec toi, la personne que tu vas vivre avec. Donc, en s'asseyant comme ça, même là directement, c'est le derrière aussi qui prend aussi, hein, il est aussi nettoyé. Mais je m'étais dit que les soins intimes là pour les derrière, ça peut aussi se faire même chaque jour. Parce que les soins là, on ne les fait pas chaque jour. On n'a pas le temps de les faire chaque jour. On peut faire même 1 ou 2 fois la semaine. Mais le problème qui est là, quand nous allons aussi quand nous allons derrière, aux grands besoins, nous devons aussi utiliser même l'eau. Faisons comme les musulmans, c'est aussi bien que s'essuyer tout le temps. Mais lorsque nous amenons aussi de l'eau, ça va nous épargner de beaucoup de choses. Hommes ou femmes, comme je l'avais dit, nous sommes tous censés vivre la bonne odeur. Donc, les soins intimes, lorsque j'ai parlé seulement de ces points-là, mais tout notre corps doit bien sentir. Doit être vraiment bien lavé, doit être vraiment bien protégé. Et chez la femme aussi, si nous voulons aussi faire les soins intimes, par exemple, pour notre propre corps, si nous sentons, par exemple, c'est comme si on est devenu un peu ouverte, hein? Le corps est un peu ouvert. J'avais suivi un médecin une fois, c'était une dame. Elle a dit, pendant que tu es dans la douche, tu peux t'amener avec du citron, tu amènes aussi le coton. Tu prends le jus du citron, tu mets dans les cotons, tu portes ça. Toi la femme, tu portes ça au moment où tu es en train de te laver. Tu te laves, ça peut faire même 10 minutes. Après, tu enlèves ça et tu te laves avec d'abord beaucoup d'eau et ça va toujours nous aider. À part ça, nous pouvons aussi utiliser l'ail que nous préparons avec. Comment est-ce que je vais faire? Je prends l'ail, je cherche le cure-dent ou bien l'aiguille. Je vais trouer l'ail, je fais des petits trous un peu partout et je porte ça chez la femme. Même l'homme peut utiliser ça en cas de problème, par exemple, des hémorroïdes. Vous pouvez aussi mettre ça derrière. Ça va toujours nous aider parce que l'ail, c'est un antiseptique. Je ne sais pas, le médecin est là. L'ail aussi, c'est un antiseptique. Ça va toujours nous aider. Et ça, c'est les soins intimes qui peuvent nous aider à bien vivre avec sa femme, avec son mari. Comme on dit, tu vas voir d'autres personnes qui disent, oh,
un homme doit toujours sentir mauvais parce que c'est comme un tabamobile, comme dit, c'est comme un bouc. Alors ce n'est pas comme ça. L'homme, c'est un bouc. Quand tu es célibataire, tu es bouc. Mais quand tu es déjà marié, tu dois savoir que je dois dégager la bonne odeur pour ma femme. Donc je suis un homme, je suis un responsable. Quand tu es responsable, tu dois être responsable en tout. Ce n'est pas être responsable seulement pour gronder et de l'autre côté, tu sens mauvais non plus. Parce que il y a des hommes, ils ont la facilité de parler à la femme. Ouais, mais toi, tu sens mauvais. Peut-être en discutant, il y a des ceux-là qui sont très impolis, parlent mal à sa femme en présence de tout le monde. Or, c'est quelque chose de parler à sa femme. Donc, vous êtes assis, l'homme et la femme, tu dis à sa femme poliment, maman, je vois que quand nous sommes comme ça, je sens ça, cherche un peu à te renseigner, ou bien cherche à améliorer. De même, la femme aussi peut dire à son mari, pour améliorer, pour bien vivre dans le couple. C'est ça aussi l'ajustement. Parce que quand ça ne marche pas, je dois vous parler et je te parle, tu es mon mari, toi aussi tu me parles, je suis ta femme. Et que les choses marchent comme sur des roulettes. Ce n'est pas se disputer, mais parler avec beaucoup de politesse et l'autre va comprendre. En tout cas, cette histoire-là doit vraiment être bien gérée dans nos maisons. Beaucoup de gens, surtout les hommes, comme eux disent que ce sont eux qui ont le pouvoir, parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. L'autre peut se dire, bon, cette femme-là, elle sent mauvais, il ne dit même pas à sa femme qu'elle doit arranger de ses côtés-là et autres. Il va chercher ailleurs. Il laisse sa femme. Mais sachez que moi, j'ai vu une dame répudier son mari. Elle a répudié l'homme parce qu'elle disait à son mari de se laver. L'homme n'aimait pas se laver. Si se lave aujourd'hui, il peut dépasser 2 jours pour se laver encore l'autre jour. Ah, la femme a dit qu'elle ne peut pas supporter. Elle est aussi, c'est aussi une personne, elle a aussi ses droits. Et elle s'est décidée, elle a divorcé de son mari. Alors nous ne devons pas créer toutes ces choses-là dans nos maisons. Surtout ici à Kinshasa, l'eau est facile. Même au village, il y a toujours les hommes qui se lavent aussi. Quand vous ne vous lavez pas, vous ne faites pas la propreté, en tout cas, ça dérange. Et nous devons vraiment utiliser les citrons le plus souvent, même dans l'eau, pour tous les corps. Nous passons aussi du citron. Ça sera aussi bien pour que nous nous mettions très, très, très à l'aise. Là, c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de temps. Je suis allé trop vite pour éviter qu'on parte d'ici très, très, très tard. Et aussi, ce que je peux ajouter, il y a aussi, aujourd'hui, nous avons nos téléphones ici qui nous aident beaucoup. Vous pouvez aussi entrer là-bas, vous cherchez sur YouTube les soins intimes, on va encore vous donner davantage. Comme je l'avais dit au début, il y a aussi des mamans qui connaissent plus, qui savent plus. Peut-être qu'ils connaissent beaucoup plus que moi, mais comme Dieu m'a donné cet privilège, j'ai quand même parlé, ce privilège, j'ai parlé devant vous pour partager les peu d'expérience que j'ai. Où est le temps? Pas d'atelier. Alors l'atelier, vous allez faire à la maison. Ok? Pour ceux qui sont en couple, même ceux qui ont laissé leur partenaire. Alors on peut prendre 2 ou 3 questions, s'il y a des questions. Là, on peut couper les directs. Non, les temps morts, parce qu'il y a des temps morts. Il n'y a pas de questions? On n'a pas bien enseigné alors. Ou bien on ne s'attendait pas qu'on allait poser des questions. Comment? C'était vraiment très bien, très édifiant. Vraiment. Donc apparemment il n'y a pas de questions. Ou bien les gens ont honte. Non, on a seulement bien assimilé. On a bien compris. Ok.